bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Cause Kurde. Je ne vous cache pas ma fierté d'enfin sortir cet épisode que j'ai enregistré et monté il y a presque 1 an déjà. J'étais allée à la rencontre de l'association Rien qu'elle, une association qui vise l'émancipation des femmes kurdes. À l'époque, je n'étais pas membre de l'association, je le suis désormais. J'ai déjà vécu plein de choses chouettes avec elle, mais vraiment le tout début, ça a été ma rencontre à l'occasion de leur pique-nique. Vous allez entendre un épisode choral qui donne la voix à plusieurs membres de l'association. Vous allez voir que c'est un épisode particulièrement touchant, motivant, stimulant, plein de choses positives. J'espère que vous en ressortirez tout aussi enchanté que je le suis moi à cette énième écoute. Cause Kurde, c'est un podcast qui est indépendant, qui ne vit que de votre soutien. C'est un podcast que je mène bénévolement et la seule façon de le faire connaître, c'est de le partager avec des amis, des proches, de mettre des étoiles, de l'enregistrer, de vous abonner. Le faisant de manière bénévole, je vais assurément publier de façon totalement anarchique et les algorithmes détestent ça, donc j'ai besoin de votre soutien pour faire connaître ce podcast. Je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter cette magnifique rencontre avec les femmes de Rien qu'elle, que vous pouvez suivre évidemment sur les réseaux sociaux. On a un potentiel immense, on est assez invisibilisé. Pourtant, on est très forte, on est très résiliente. Et ça réunit, ça permet d'avoir une force qui est décuplée. On n'a pas de micro, donc je vais vous demander votre attention 2 petites secondes, parce que on a parmi nous beaucoup de nouvelles et de nouveaux. Mais on reste toujours une association de femmes ouverte à vous, messieurs, dans nos événements. On vous tolère, ça va. Donc, un petit mot pour vous remercier d'être là, pour vous expliquer très rapidement ce qu'est Rien qu'elle. On va le faire assez rapidement. Voilà, moi je suis Zérine, je suis la présidente de l'association. Leïla, c'est la vice-présidente. Cette idée, elle est partie de nous deux. Le but était de réunir des femmes franco-kurdes et de développer la sororité, l'entraide, pour que nous, mesdames, on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et tout ensemble. Et on s'est rendu compte en créant l'association qu'il y avait une forte demande et surtout qu'il y avait un besoin énorme de multiplier les compétences parce que on s'est rendu compte de ça, c'est que on a des profils extraordinaires, des femmes entrepreneuses, des femmes, des salariés, des étudiants, des RH, des sociologues, des politologues, tout ce qu'on veut, et que toutes ont un parcours vraiment extraordinaire. Et on vous invite à nous rejoindre. Je passe vite le micro à Leïla. Alors bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier tous et toutes d'être présents si nombreux aujourd'hui pour ce premier pique-nique. Donc vous avez vu, l'association est très jeune, ça fait que 6-7 mois qu'on existe, et l'idée c'est de rassembler un maximum de femmes autour de différents sujets. Donc on a déjà fait plein de belles actions et on a un programme très très chargé qui va pouvoir répondre un peu à tout le monde. On vous invite à nous rejoindre parce que chacune peut apporter son savoir-faire et son expertise au profit de toutes les adhérentes et elle peut aussi bénéficier du savoir-faire des autres. Rejoignez-nous et soutenez-nous. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux présenter l'association Rien qu'elle avec un K? Bonjour Géraldine. Alors moi c'est Sema, je suis la trésorière de l'association. Je suis une femme franco-kurde qui vit en France depuis plus de 40 ans et qui est adhérente de l'association Rien qu'elle. Donc Rien qu'elle, c'est tout d'abord effectivement un réseau pour les femmes entrepreneuses dans un premier temps, mais qui a eu du succès avec d'autres femmes issues des minorités, donc les salariés, les étudiants, donc a décidé de créer cette association pour élargir, on va dire, son public. Aujourd'hui, Rien qu'elle, c'est une association de 70 membres
dont 30 membres très actifs qui mènent donc des actions qui visent la culture, le sport, principalement à l'émancipation de la femme, qui est donc l'objet principal de l'association. Aujourd'hui, rien qu'elle, ça porte la voix de la femme principalement franco-kurde, mais pas uniquement. C'est vraiment la voix de toutes les femmes issues des minorités persécutées. Voilà. Pour Rien qu'elle. Donc moi j'y suis depuis le début. Donc Rien qu'elle a été annoncé en mai 2023 et a été officialisé en octobre 2023. Aujourd'hui, l'association est active depuis à peu près 6 ou 7 mois et a mené beaucoup diverses activités. Donc moi je suis chez Rien qu'elle pour plusieurs raisons. Déjà d'avoir un réseau, avoir un réseau de femmes qui ont un peu la même histoire que toi, qui ont vécu une histoire, une arrivée en France avec donc souvent d'une famille issue de familles immigrées, qui a eu les mêmes problématiques, les mêmes problématiques en arrivant avec l'école, avec donc l'entourage et autres. Et c'est vrai que découvrir, partager ton expérience avec d'autres femmes, ça renforce un peu ton expérience et tu dis finalement je suis pas seule à vivre ça et je l'ai finalement bien vécu et aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses à travers ça. On en fait une force aujourd'hui et on veut faire avancer ça et on veut le partager avec d'autres générations, les générations futures bien sûr, mais aussi partager ça avec nos générations, les anciennes générations, pour leur expliquer que aujourd'hui, ok, on est en France, on est franco-kurde, mais on peut mener beaucoup de choses dans la vie citoyenne, dans la vie culturelle, dans la vie économique. On est plus d'une cinquantaine d'adhérentes. Plus de 50% des adhérentes, je vais dire, sont des femmes entrepreneuses dans tous les domaines d'activité. Donc, on est assez impliqués et puis on veut donner de la voix à travers cette association. Comment est-ce que vous fonctionnez pour que ce soit pas juste en Île-de-France? Parce qu'on sait qu'il y a une grosse concentration en Île-de-France, mais vous êtes une association nationale. Donc, comment est-ce que vous veillez à ce que les femmes franco-kurdes de l'ensemble du territoire puissent avoir accès à l'association et à ce que vous proposez? Alors aujourd'hui, effectivement, donc l'association a été créée en Île-de-France. On a principalement des adhérentes Île-de-France, mais pas que. On a des adhérentes dans toutes les régions. Pas toutes les régions, c'est un peu large, mais beaucoup de régions françaises. On a notre présidente qui vient du Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, on a quelques adhérentes. On compte mener des actions en dehors de l'Île-de-France. Donc on a le projet de faire des rencontres Rien qu'elle et créer ce réseau en dehors de l'Île-de-France qui permettra d'avoir, on va dire, comme une antenne dans une autre région qui leur permettra, eux, de mener des actions dans leur région. Mais pas que. On a beaucoup d'activités Île-de-France, mais on en a aussi en dehors. Donc, on a fait notre randonnée en Savoie ce mois, en juin. C'était le grand événement de l'année. Donc, on est un peu partout. Je pense qu'avec le temps, d'ici 2 années, on pourra être plus national, effectivement. Souvent, dans les associations, il y a une homogénéité au niveau de l'âge. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez des jeunes, des plus âgés? Quelle est un petit peu la représentativité que vous avez en termes d'âge? Alors, il n'y a pas une tranche d'âge précise. La plus jeune des adhérentes, elle a 19 ans. C'est une étudiante. Donc, comme on a pas mal d'étudiantes. La plus âgée, je sais pas, doit avoir dans 40, 45 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge. C'est vraiment en fonction de ce qu'apporte l'association, ce que aujourd'hui l'adhérente cherche dans l'association. Généralement, les étudiantes sont là qui cherchent plutôt de l'aide, du mentorat, de l'exemplarité des grands pour avancer, et puis du conseil, et puis un réseau surtout, recherche de stage, d'emploi et autres, rédaction de CV. Donc on va mener des ateliers spécifiques par rapport à ça déjà pour les étudiantes. On a la même chose pour les entrepreneuses ou les futures entrepreneuses. Donc il n'y a pas vraiment de tranche d'âge, tout le monde est bienvenu. On n'a pas de doyen ou doyenne pour l'instant, mais je pense que aujourd'hui on attire toutes les générations.
Alors moi, en tant que féministe, je suis convaincue de la nécessité de créer des espaces où on se retrouve entre personnes qui vivent des choses analogues. C'est évidemment pas pour se couper du reste de la société, mais pour pouvoir dire les choses sans avoir peur de blesser des personnes qui peuvent faire partie de ce qu'on appelle l'oppresseur et qui sont des personnes qui ne veulent pas faire du mal, mais qui sont prises dans un système où il y a des systèmes de domination. Comment est-ce que quels sont les arguments que vous mettez en avant pour justifier du fait que c'est un réseau qui est dédié, un, aux femmes et deux, aux femmes qui sont issues de l'immigration? Je vais être surprise. On a eu des demandes d'inscription adhérentes hommes qui veulent vraiment. Bon, c'est vrai que en étant une association, ce qu'on dit à but non lucratif, loi 1901, on a l'obligation d'être ouvert à tout le monde. Donc, il n'y a pas de restriction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que toute adhérente ou toute personne intéressée va être intéressée par les actions qu'on mène. Donc, je pense qu'on attirera principalement les gens pour lesquels l'association apportera quelque chose de positif et avec laquelle et les personnes pour lesquelles auront les mêmes valeurs que l'association. Voilà, donc l'association effectivement est ouverte à tout le monde. On n'a pas de restrictions. Ce qu'on peut constater, tu disais 70 adhésions, alors que ça fait même pas un an que vous existez de manière officielle. Je pense qu'on peut qualifier ça de succès. Est-ce que tu penses qu'il y avait une attente en la matière, qu'il y avait des besoins de se retrouver, puis comme tu disais, des besoins de mentorat, d'échanger? Quelles sont pour toi, depuis que l'association existe, les principales choses que tu as identifiées comme étant des zones où il y avait des besoins en termes d'entraide? Alors c'est vrai que à la base l'association, quand elle a été créée, c'était une association, c'était du réseau, donc du réseautage principalement. Aujourd'hui, donc ça s'est élargi. Les besoins, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de succès à la première rencontre. L'idée quand elle est venue, c'était l'idée de d'avoir un petit, on va dire une petite communauté. C'était vraiment 15-20 personnes qui vont mener des actions, voilà. Et le succès est allé très vite, c'est-à-dire la première rencontre, il y a eu plus de 80 personnes qui ont participé et qui ont partagé avec nous leurs attentes. Et à travers les attentes de ces personnes, on a constaté que finalement, il y a beaucoup de besoins de se retrouver, de partager, d'échanger nos expériences et puis de mener des actions qui vont permettre de s'émanciper davantage. Parce que forcément, on craint certaines choses. Moi, par exemple, je suis pas du tout sportif. Vraiment pas du tout, et rien qu'elle m'a permis de me remettre au sport. Donc c'est pas anodin, c'est pas rien. Aujourd'hui, le sport, ça me permet d'être bien dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps, et puis d'être mieux dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est peut-être, voilà, pour moi c'est pas anodin, c'est peut-être pour certains c'est peut-être rien, mais voilà, ce genre d'expérience fait que ça nous permet de nous émanciper davantage et puis de s'ouvrir à d'autres milieux. Et aujourd'hui, donc le besoin était là, et à partir de là, donc on a eu 70 personnes qui sont adhérées. Effectivement, moins d'un an, ce qui est pas mal, sachant que c'est principalement l'Île-de-France. Donc, quand on va commencer à s'ouvrir en dehors d'Île-de-France, voilà, on espère avoir un bon réseau pour pouvoir mener des actions encore plus développées. Tout ça, on attend des adhérentes. Voilà, chaque adhérente a une spécialité et il y a beaucoup de partage. Ça, c'est génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des spécialités des adhérentes? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on a plus de 50% de femmes entrepreneuses dans tous les domaines. Donc, l'assurance, la comptabilité, le droit, le commerce. On a des gérantes de restaurants. Voilà, on a vraiment ça dans tous les domaines. On a donc les étudiantes de tout niveau aussi également, et qui ont besoin un peu de mentorat, on va dire de mentorat, d'exemplarité pour. Et on a aussi des femmes salariées qui souhaitent se former, peut-être pour la prise de parole en public, pour se développer davantage ou évoluer dans leur poste, pour être des futures entrepreneuses. Donc l'expérience de chacune partagée avec les autres permet de s'ouvrir. Donc moi, par exemple, je suis directrice d'un cabinet d'expertise comptable. Donc j'ai
accompagné plusieurs membres pour se lancer. Et je l'ai fait avec plaisir et avec joie et vraiment avec beaucoup d'enthousiasme parce que je me suis dit, voilà, le réseau apporte ses fruits. Et le fait de savoir que dans le réseau, on a divers secteurs d'activité, on n'est pas perdu. On se dit, on a besoin d'un avocat parce qu'on a un problème avec, je sais pas, son patron. Donc, on va poser une question, hop, tout de suite, on répond derrière. Et on a des femmes très expérimentées et avec beaucoup, beaucoup de compétences. Est-ce que tu vois des différences entre les femmes qui sont issues de l'immigration et qui ne sont pas nées en France et celles qui sont certes kurdes mais qui sont nées en France? Alors, on s'est aperçu lors de notre première réunion du comité du conseil d'administration, on est une quinzaine, donc comité dans le conseil d'administration, qu'on était toutes des immigrés. Voilà, on était toutes arrivées en France à l'âge entre 2 ans et 5 ans, 10 ans. Et on s'est rendu compte des problématiques, on s'est rendu compte de ce qu'on a vécu et on a eu les partages, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de tristesse aussi parce que on s'est rappelé certaines choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que on en a qui sont pas issus de l'immigration, mais qui ont des parents issus de l'immigration. On voit la différence. Parce que on a plus de envie de réussir, on a plus envie d'avancer, de prendre les devants, et puis l'entraide. On a cette entraide, je pense, qui est issue qui vient de notre culture kurde. Donc on aime beaucoup l'entraide et le fait de retrouver ça ici, ça permet même à celles qui ne sont pas issues de revenir un peu aux racines des parents et qui ont envie justement de découvrir davantage. On en a certains qui nous ont proposé des voyages au Kurdistan et autres. Donc on a l'envie de découvrir davantage et le fait de donner ça aux personnes qui n'étaient pas baignées dedans, pour nous c'est encore une réussite supplémentaire. Alors vous êtes dans une position qu'on appelle intersectionnelle, c'est un concept qui a été créé par une juriste noire américaine, Kimberly Crenshaw, qui identifie le fait que quand on est femme et racisée, on est à l'intersection de 2 oppressions et que quand on vit des choses qui sont oppressives, on ne peut pas identifier, ou en tout cas on ne peut pas toujours identifier si c'est lié au sexisme ou au racisme que l'on subit. Est-ce que vous, dans les échanges que vous avez, la question du racisme et du sexisme, c'est des choses qui sont des éléments qui reviennent dans les choses que vous avez traversées? Alors forcément, qui dit femme, qui dit étranger entre guillemets, on subit forcément ce genre de pression. C'est vrai que moi personnellement, je l'ai pas trop ressenti. Bon, j'ai grandi en région parisienne. La région parisienne est très diversifiée par sa culture, mais on a d'autres personnes qui ont subi un peu ça. Et oui, effectivement, on est là pour contrer un peu tout ça, et on sait que on va subir probablement certaines attaques, ou je dirais pas attaques, c'est un grand mot, mais de l'extérieur on aura sûrement ce genre de problématiques à régler, mais on y a pensé et puis on compte y faire face. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a donné envie de co-créer Rien qu'elle? Je suis Zérine Bataret, je suis avocate, je suis conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, et ce qui a donné envie de créer Rien qu'elle, c'est de pouvoir unir les Kurdes, et notamment les femmes kurdes. Et on a un potentiel immense, on est assez invisibilisé, pourtant on est très forte, on est très résiliente. Et ça réunit, ça permet d'avoir une force qui est décuplée. Est-ce que vous vous attendiez au succès qu'a rencontré Rien qu'elle? Pas du tout. En fait, on a lancé cette idée initialement. Ça a commencé par une histoire très de solidarité entre 2 femmes kurdes, Leila et moi-même, parce que j'ai participé à une marche pour Oxfam Trail. L'Oxfam Trail, c'est organisé par l'organisation Oxfam qui lutte contre la pauvreté dans le monde. Et cette marche consistait à marcher 100 km en moins de 30 heures, et il fallait trouver des financements pour participer à cette marche. Les dons allaient bien entendu à l'organisation Oxfam. Et
Et Leïla m'a sponsorisée parce qu'elle est assureur, elle a une agence, elle est courtière en assurance. Et du coup, on a fait connaissance comme ça. Et c'est vrai qu'elle m'a porté, elle a financé, elle a sponsorisé. On a fini cette marche, on l'a faite, on s'est rencontrés avec Leïla après. On a échangé, on s'est rendu compte qu'en tant que femme franco-kurde, on avait les mêmes problématiques, on rencontrait les mêmes problèmes aussi bien en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que mère, etc. Et on s'est dit pourquoi pas créer un petit réseau. À la base, ça devait être un réseau d'entrepreneuses et on s'est dit si on est 10 à se rencontrer une fois par trimestre, ça peut être déjà pas mal. Et puis finalement on s'est revus et un matin, on a lancé un appel sur les réseaux et là, ça a été une vague immense où on a eu plus de 200 femmes qui nous ont rejoints sur une boucle WhatsApp. Et du coup, on a été obligé de structurer ça, d'en faire quelque chose de plus grand. Et voilà, on y est et voilà rien qu'elle. Alors j'imagine que vous aviez des idées sur quelles étaient les problématiques que les femmes kurdes rencontrent, mais que avec ces 200 personnes qui vous ont rejoint, il y a peut-être des problématiques que vous aviez pas anticipées. Avec l'expérience, les quelques mois de recul que vous avez, quelles sont un peu les difficultés que vos membres rencontrent et quels sont les espaces d'entraide du coup que rien qu'elle met en place par rapport à ces difficultés? À la base, ça devait être, comme on le disait, un réseau professionnel. Et avec l'arrivée de toutes ces adhérentes, en tout cas sympathisantes, la chose s'est transformée en une association d'émancipation des femmes qui vise à permettre à toutes les femmes d'aller beaucoup plus vite dans leur parcours de vie, beaucoup plus loin, parce que effectivement, seule, c'est très compliqué. Et on a été hyper avant de parler de ce qui a été compliqué, on s'est rendu compte à la première réunion d'information qu'on avait fait 2 mois après avoir lancé l'appel sur les réseaux. On s'est retrouvé une centaine de femmes réunies et on s'est rendu compte d'abord que tout avait un parcours exceptionnel et que on ne le savait pas. C'est-à-dire qu'on était tellement silencieuses, chacune de notre côté, qu'on ne savait pas qu'on était autant, que ce soit des politologues, des sociologues, des auto-entrepreneuses, dans tous les domaines, l'esthétisme, la couture, la coiffure, etc. Mais aussi des femmes politiques, des profils, des RH, des étudiantes. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de toute cette énergie et surtout de créer à la fois un réseau, mais également de traiter des problématiques que rencontrent les femmes à un niveau sur les difficultés culturelles. En réalité, le fait d'être franco-kurde, c'est être à l'intersection de 2 cultures, d'avoir un héritage, de le traiter, d'avoir des traditions, d'avoir aussi de la modernité, d'être plus tout à fait kurde, pas tout à fait française, et le choc un petit peu des 2 cultures, de savoir se les approprier, de plus être dans la culpabilité. Donc on a très vite mis en place ce qu'on appelle chez nous des séances psychelles avec des psychologues pour traiter de toutes ces questions-là, de cette difficulté de la double culture, le poids des traditions, le poids aussi du patriarcat, le poids qui existe dans notre communauté, hein, même si on est une communauté assez ouverte, il y a quand même un poids assez important, de traiter de toutes les questions liées aux femmes, la charge mentale, enfin toutes les choses que les femmes rencontrent comme difficultés partout, mais avec ce côté qui peut être décuplé par le fait d'être à la fois immigré ou être issu de l'immigration, avoir cette double culture, voilà, toutes ces questions-là, ça a été, c'est un endroit charnière où les femmes c'est un cadre d'expression où on peut aussi parler des problèmes de la féminité, des problèmes liés aux menstruations, à comment on parle de la sexualité à des enfants, à comment, voilà, donc c'est vraiment des cadres où il y a des domaines qui sont généralement assez tabous dans notre communauté et qu'on arrive un petit peu entre femmes à aller chercher quelques ficelles, à délier certaines choses. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis aussi j'ai envie de dire le côté professionnel, puisque toutes sont très ambitieuses, ont toutes envie de faire beaucoup de choses, d'écrire, de faire de la radio, de réaliser des films, et rien qu'elle, c'est un espace où on aide chaque femme à réaliser leurs rêves. En tout cas, on le voit comme ça, être un propulseur de rêves, en fait. C'est un peu ça pour des femmes. Et souvent, il nous manque les réseaux, il nous manque les ficelles, il nous manque... et on est là pour ça. On est là pour aider toutes les femmes à réaliser et à se réaliser.
En t'écoutant, je réalise, parce que moi je suis non kurde, en tout cas je suis féministe, et donc moi j'ai connu les Kurdes par le biais du féminisme, et du coup j'avais l'impression que les femmes étaient beaucoup mises en avant d'un point de vue politique, mais en t'écoutant, je réalise que peut-être justement c'était un prisme un peu trop unique, et que rien qu'elle a permis d'élargir ce prisme-là. Ça veut pas dire que le prisme politique, vous ne le traitez pas, puisque toi-même tu es une élue, mais qu'en tout cas vous avez créé un espace pour des femmes qui ont des attentes et des besoins sur un prisme plus large que la question politique à proprement parler. Absolument, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est une on est une communauté très avec une conscience politique très développée du fait de notre histoire individuelle et commune. En revanche, je pense qu'il y a une vraie volonté des femmes à ne pas être que ça et à être réduites qu'à ça. Et en fait, ce qu'on fait est éminemment politique, puisque en réalité, le succès des femmes, le succès individuel et collectif, développer la sororité, etc., c'est ce qui nous manque un peu au sein de la communauté kurde, cette unité. Et on l'aborde par un autre angle que l'angle politique, parce qu'on n'est pas que ça, on est beaucoup d'autres choses. Et pour moi, ça revient un peu au même. Aider les femmes à s'unir, à développer la sororité, à s'entraider et aller plus loin, ça ne peut apporter que des bénéfices à la communauté kurde, que ce soit en France et ailleurs dans le monde. On pourra aider demain d'autres femmes kurdes. D'ailleurs, on l'a fait. On a eu une action pour les étudiantes du Rojava. On a fait une collecte de fonds pour le 8 mars et on va aujourd'hui essayer de les fournir, en tout cas la cité étudiante universitaire des femmes au Rojava. On va essayer de leur apporter de quoi leur amener un peu de confort, parce que elles manquent de tout. C'est des femmes qu'on a oubliées, qui ont pour beaucoup été des combattantes contre Daesh, qui avaient pour beaucoup entre 12 ans, 14 ans au moment où elles ont combattu, et aujourd'hui elles essayent d'étudier, elles rêvent d'un avenir. Ce qu'on peut faire, on l'aborde pas sous l'angle politique, on l'aborde simplement sous l'angle de la solidarité internationale, une solidarité entre femmes. Tu disais tout à l'heure que vous parlez notamment des menstruations. Ça m'a interpellée parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a attirée chez les Kurdes, c'est la dimension féministe. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le patriarcat n'existe pas chez vous. Les femmes sont beaucoup mises en avant d'un point de vue politique, mais il y a beaucoup de sujets qui restent tabous. Et du coup, quelles sont un petit peu les thématiques qui sont vraiment des thématiques spécifiquement féminines que vous pouvez discuter dans le réseau et qui jusqu'alors n'avaient pas la place qu'il aurait dû? Je pense que si ce réseau marche, c'est justement parce qu'on crée un cadre de sécurité. On est entre femmes et on n'est pas exposé au jugement de ces hommes. Culturellement, il y a une vraie pudeur à parler de ces choses-là. On ne parle pas de ces choses-là. Et on ne parle pas de ces choses-là avec des hommes, encore moins, ni devant son père, ni devant des aînés, etc. C'est quelque chose qui est très tabou. Et encore nous-mêmes, aujourd'hui, c'est des choses dont on ne parle pas à côté de nos parents. Et en dépit de toute l'émancipation qu'on peut avoir, on respecte quelque part l'héritage culturel que eux ont. Ils ne sont pas prêts, mais ça ne nous empêche pas, nous, de préparer et d'éduquer nos enfants, nos fils, nos filles, à avoir une ouverture d'esprit. Voilà. Et je crois que c'est un travail qu'on voudrait amorcer, c'est-à-dire transmettre à nos enfants, bien éduquer nos fils au féminisme, à comment on se comporte avec des femmes, à ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, etc. Et justement, on peut ne pas savoir. Donc là, on est en train de travailler effectivement parce qu'on a des infirmières, on a des gens qui sont dans le domaine du soin et qui sont en train de nous préparer tout un programme avec des conférences, des réunions pour parler de toutes ces problématiques-là, justement. L'endométriose, les menstruations, comment on parle de tout cela à ses enfants, la sexualité, etc., etc. Donc c'est un cadre sécurisant et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. C'est parce qu'on est dans un cadre sécurisant pour les femmes, on n'est pas exposé au jugement. Et c'est vrai que au-delà de la politique, nous les femmes kurdes, on est beaucoup des femmes vitrines, en fait. On est des femmes vitrines et ils ont raison parce que on le vaut bien. Mais on n'est pas que ça. Et rien qu'elle, il y a le rien aussi avant, c'est que nous choisissons de nous mettre en scène comme nous avons envie de le faire et pas présenté par des hommes ou servir de vitrine ou de caution à un féminisme qui ne veut pas traiter forcément la question du patriarcat dans sa globalité, etc. Donc oui, rien qu'elle... peut-être un peu cette association incomprise par des hommes kurdes qui nous font d'ailleurs quelques-uns le reproche. Ce n'est pas contre eux, c'est simplement que nous avons un besoin de nous développer nous d'abord
entre nous. Et aujourd'hui, il y a des hommes avec nous. On n'est pas sectaire, on n'est pas fermé, mais il y a des problématiques qu'on a envie de traiter dans un cadre sécurisant. Et on a envie aussi de montrer que les femmes peuvent aller loin par elles-mêmes. Et ça ne nous empêche pas de collaborer avec eux, de les inviter, de participer à des événements avec eux, de les co-organiser. Mais on a quand même besoin de se retrouver d'abord, d'exister pour être un peu aussi une force sans une fonction utilitaire quelque part pour des hommes en fait. Alors c'est pas forcément une question facile que je vais te poser, moi-même j'aurais du mal à y répondre, mais en tout cas pour avoir été moi aussi dans des associations, ce qu'on appelle en mixité choisie, donc on restreint le champ donc entre femmes. Je prends ce terme-là pour pas dire en non mixité qui peut être un terme plus négatif, donc en mixité choisie. C'est une expérience si on l'a pas vécue qu'on a du mal à anticiper parce qu'on a l'impression qu'on a une liberté de parole dans les espaces mixtes et quand on se retrouve dans un espace entre femmes, on se rend compte qu'on peut se dire d'autres choses et qu'il y a une autre écoute. Est-ce que tu penses que la spécificité de cet espace-là, qu'est-ce que ça t'apporte à toi et est-ce que tu penses que c'est aussi ça qui a permis à Rien qu'elle de se développer aussi rapidement, que les femmes ont fait cette expérience assez incroyable de se retrouver entre elles? Ouais. Je pense qu'il y a effectivement de ça. Parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Et il y a beaucoup de femmes qui nous disent « J'en ai rêvé, vous l'avez fait ». Et je crois que c'est assez unique parce qu'il en existe des organisations de femmes, mais toujours reliées d'une manière à une autre organisation masculine ou plus générale. Là, il y a vraiment cette volonté. Voilà, on est entre nous. Oui, il y a des choses. La parole est beaucoup plus libre. Moi-même, j'ai pu exprimer des choses qui relevaient beaucoup de l'intime que j'aurais pas pu forcément dire dans un cadre autre et ça il y a des femmes qui ont pu s'exprimer sur leur parcours de maman, d'enfants atypiques. Il y a vraiment, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un cadre de sécurité et une sororité qui marche vraiment plutôt bien. Tous les détracteurs qui disent qu'entre femmes on se crêpe le chignon, on est la preuve que c'est pas le cas. Et je pense qu'il faut garder une ouverture d'esprit vers les hommes pour nous accompagner et faire en sorte qu'ils aient une lecture du féminisme autre et qu'ils nous jugent pas, qu'ils ne pensent pas qu'on essaye de les exclure de tout parce que c'est le sentiment qu'ils ont, mais simplement qu'ils comprennent que c'est un cadre sécurisant pour les femmes où on peut parler tout. Et puis il faut aussi dire la vérité, il y a des hommes qui ont peur que d'une certaine libération des femmes, de leurs filles, de leurs femmes, de leurs et je pense que ça peut faire peur aussi en disant oh là là on va me la dévergonder, etc. Mais s'il y a eu cette peur-là, c'est que déjà on a atteint un petit objectif. Oui, je pense que l'émancipation des femmes fait peur de manière générale. Et voilà, les femmes ont compris que ce cadre-là, il est sécurisant, il n'y a pas de jugement. Voilà, on a une charte avec des valeurs bien définies. On a une ligne rouge qui est l'extrême droite et bien entendu tout ce qui relève de l'intolérance. Mais on a un cadre assez large où toutes les expressions sont possibles. On est un mouvement apartisan, c'est-à-dire on peut parler de politique, mais on ne fait pas de prosélytisme pour un parti ou pour un autre, pour respecter la pluralité d'opinions politiques au sein de Rien qu'elle. Et donc, c'est quand même un cadre où on parle de politique, c'est quand même un cadre, mais j'ai envie de dire, c'est un cadre beaucoup plus sain. Et puis, voilà, moi j'ai l'intime conviction que les femmes étant des minorités persécutées par elles-mêmes, ça crée quelque chose que des hommes peuvent pas forcément comprendre. Et donc, par essence, on a un fonctionnement qui relève d'autre chose que de la compétition. Qui crée du coup un cadre très solidaire. Comment vous avez rédigé votre charte et qu'est-ce que vous avez mis dedans? La charte, on l'a rédigée. On est parti à 4 personnes du bureau. Une fois qu'on a eu nos 200 personnes qui se sont manifestées, on s'est dit bon, il va falloir monter une asso. et on a créé une charte avec des valeurs tolérance, sororité, lobbying aussi. C'est-à-dire que nous sommes toutes des ambassadrices de notre peuple et des femmes aussi de notre peuple et des minorités persécutées. Donc des choses assez simples, laïcité.
mais une laïcité d'ouverture, pas une laïcité qui exclut, avec beaucoup de tolérance, mais en posant quand même un cadre, de laïcité. On n'est pas là pour faire du prosélytisme ou juger celles, en tout cas, qui ont des pratiques religieuses. C'est un cadre assez ouvert. On est anti-homophobie, anti-raciste. Notre charte prévoit que comme préalable de reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris le peuple kurde, bien entendu. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas besoin d'être forcément kurde, il faut adhérer à cela. Et voilà, de rester dans un cadre d'ouverture, bien entendu, comme toute association, avec des sanctions, avec des... voilà, mais on a une charte qui est là, qui protège et qui sécurise un petit peu tout ça. Donc, bien entendu, de protection des données, Et si jamais on veut adhérer, concrètement, comment on s'y prend? Eh bien, on fait la demande sur Helloasso et le bureau l'analyse. On soumet au conseil d'administration. On a quand même, il faut pas se leurrer, une particularité qui est que nous sommes des Kurdes et que nous devons être très très vigilantes au vu des événements dramatiques qu'on a connus notamment à Paris, et que on est très alerte sur entre guillemets une certaine moralité qu'il faut avoir, une adhésion à la charte, et on vérifie quand même qui intègre notre association un minimum, voilà, pour des besoins de sécurité, tout simplement. On n'a pas ce luxe d'ouvrir les vannes, mais il n'y a pas de raison. En réalité, toutes les femmes aujourd'hui qui ont demandé, il n'y a eu aucun refus pour l'instant. Je pense que le cadre, il est assez clair. Il est assez clair. Donc, venez, mesdames. Venez, rejoignez-nous. Donc là, je voudrais te donner la parole, Jeanne, parce qu'on a discuté ensemble en off et tu me disais que rien qu'elle t'avait apporté beaucoup de choses, parce que tu fais partie des personnes qui ont adhéré dès le début de l'association. Donc maintenant que le micro est allumé et que l'enregistreur est lancé, est-ce que tu peux nous dire ce que l'adhésion à rien qu'elle t'a apporté personnellement? Merci Géraldine de me donner la parole. Alors, qu'est-ce que m'a apporté Rien qu'elle? Je pense qu'en premier lieu, ce que Rien qu'elle m'a apporté, c'est vraiment une légitimité dans ce que je fais, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on est dans un milieu masculin, surtout lorsqu'on est une enfant d'immigrés. Même si mes parents sont français, en réalité, on est toujours considéré comme enfant d'immigrés. Et le fait de se retrouver entre femmes, et surtout entre femmes franco-kurdes, ça permet vraiment d'appuyer cette légitimité que j'ai pour faire des projets artistiques ou des projets militants. Et de me dire, oui, je suis capable de le faire. Et le contenu que je propose, il est intéressant. Il est construit intellectuellement. Voilà, c'est quelque chose de construit. Est-ce que tu dirais que c'est le fait de voir d'autres femmes qui sont sûres d'elles, qui ont pu avancer sur d'autres choses, qui t'a donné cette confiance-là? Comment tu l'analyses, le fait que tu as désormais plus confiance en toi? Alors, dans un premier temps, ces personnes, elles ont à peu près le même parcours que moi. Donc, en général, c'est des enfants d'immigrés, donc de seconde génération, donc des Français de seconde génération, issus de l'immigration. Et surtout, la plupart d'entre elles, c'est des transfuges de classe. Et la transfugité de classe, je pense que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez et qui est quand même quelque chose d'important. Tu passes quand même d'une classe populaire à une classe en général moyenne, tu deviens pas milliardaire malheureusement. Et déjà cette transition est très difficile, je trouve, en tant que française, en tant que franco-kurde encore plus difficile, en tant que kurde aussi difficile. Et le fait d'avoir ces personnes qui ont vraiment ce même parcours que moi, ça me permet de dire, ok, je peux le faire. Quand je vois Zérine qui est une avocate brillantissime et aussi une politicienne brillantissime, Leila qui est une entrepreneuse brillantissime et qui vient d'être diplômée de Paris-Dauphine, quand même, on parle de Paris-Dauphine, ça permet de dire, ok, moi aussi j'ai ma place et je vais prendre de la place. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'autorisais pas, sur lesquelles tu t'autorisais pas à te projeter et que maintenant tu envisages comme des futurs, comme des possibles qui te sont ouverts? Oui, notamment dans le milieu artistique. J'ai cette perception du milieu artistique que je pense beaucoup de personnes ont. Je pense qu'il faut venir quand même d'un milieu bourgeois ou aisé pour pouvoir se permettre de faire de l'art, clairement. Tandis que l'art devrait être juste un simple moyen d'expression. Et beaucoup de gens comme moi, encore une fois, je vais encore parler de transfuges de classe, mais les personnes comme moi qui ne se permettent pas d'aller sur ce milieu artistique tout en faisant son métier. En réalité, on a tous besoin d'un travail pour vivre, mais beaucoup de gens, ne font pas d'art parce que non, je suis pas dans la bonne classe sociale. Et encore une fois, le fait d'être un enfant d'immigré, ça ajoute un poids supplémentaire qu'on ne pointe pas nécessairement du doigt.
Et quant au militantisme, c'est pareil. Je pense que lorsqu'on pense à un politique, on pense à quelqu'un qui a fait l'ENA ou qui a fait Sciences Po, alors qu'en réalité, quelqu'un qui vient du milieu privé ou quelqu'un qui quelqu'un de normal, en fait, à sa place, quelqu'un qui vient de la société civile, à sa place dans le milieu militant et aussi dans le milieu politique. Et ça m'a vraiment permis d'éveiller cette conscience et de me dire, ok, je peux vraiment faire ce que j'ai envie de faire et surtout d'être qui je veux être. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire ce qui a contribué au fait que tu aies envie de créer cette association Rien qu'elle? Alors, je suis Leïla Yildiz, je suis la cofondatrice du coup de l'association Rien qu'elle et je suis aussi courtière d'assurance à mon compte depuis maintenant plus de 8 ans. Je fais partie de plusieurs syndicats et associations, notamment le syndicat des courtiers en assurance et l'association Les L du courtage qui regroupe des femmes courtières en assurance parce qu'on est une minorité, moins de 15% à exercer ce métier en France. Alors l'idée est née suite à une action de solidarité qu'on a eue avec Zérine. Si tu veux, Zérine, moi je la suivais depuis un petit bout de temps sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu qu'elle devait faire une marche pour Oxfam France avec d'autres femmes et qu'il fallait une petite contribution financière, je me suis dit en tant qu'entrepreneuse kurde, je vais soutenir une femme kurde. Et donc c'est cette action de solidarité qui a fait que cette association est née parce que lorsque j'ai rencontré Zérine, on s'est posé dans un café et puis on a commencé à parler de nos problématiques de la vie de tous les jours, d'entrepreneuses, de femmes kurdes, de mamans, et on s'est dit il doit y avoir plein d'autres femmes comme nous qui sont dans le même cas de figure que nous. Et donc en rigolant, on s'est dit 2 mois après, on va faire une petite soirée, un petit after work avec d'autres femmes entrepreneuses. Et ça, c'était donc le 27 octobre 2022. Voilà. Et entre-temps, moi, je me suis inscrite à un master. J'ai fait un master. J'ai ouvert un 2e cabinet, donc j'étais vraiment déconnectée des réseaux. Et un jour, je rouvre mon Instagram et je vois qu'elle m'envoie un message. Et je lui dis 1000 excuses, moi j'étais pas trop disponible parce que sous le feu de tout ce qui se passe autour de moi aujourd'hui d'un point de vue professionnel et privé, je lui dis mais quand tu viens à Paris, on se revoit. Et on se revoit et là à nouveau on commence à discuter et à nouveau on a les mêmes problématiques sur le management, sur comment faire tourner son affaire, comment trouver sa place en tant que femme, en tant que mère. Et on s'est dit non, il y a un truc à faire, il faut qu'on se lance. Et donc le lendemain sur les réseaux, on commence à partager une image en disant on veut créer le premier réseau des entrepreneuses franco-kurdes, celles qui veulent nous rejoindre, rejoignez-nous. Sauf que on n'a pas que les entrepreneuses qui ont été intéressées par ce réseau, parce qu'on a les étudiantes et les salariés qui ont dit mais attends, nous ça nous intéresse en fait ce que vous faites parce que il y avait des sujets sur lesquels et des pistes qu'on avait déjà anticipées sur les formations, parce que moi je suis une adepte des réseaux. Des BNI, des syndicats, des associations et on fait plein de formations. Et je me suis dit pourquoi ne pas en faire bénéficier à ces femmes ces formations et puis ce réseautage tout simplement. Et donc on avait l'idée de faire des formations sur la prise de parole en public, la confiance en soi, sur la santé mentale parce que c'est très tabou, on n'en parle pas beaucoup, sur le fait d'avoir une double culture parce qu'on voit bien qu'autour de nous aujourd'hui les femmes kurdes surtout elles sont d'une manière à la maison et d'une autre à l'extérieur. Donc elles vivent avec 2 identités parfois et il fallait un peu libérer la parole et dire que nos choix sont nos choix, on peut les assumer, on peut aller très très loin dans nos ambitions, dans ce qu'on a envie de faire et il faut arrêter avec la pression sociale de la famille ou même de l'école, du travail. Et donc on a fait une première soirée et j'ai recopié un peu le modèle des soirées qu'on a avec nos compagnies d'assurance. On l'a fait dans un hôtel et tout le monde s'est présenté en fait. Il y avait à peu près une 60aine de femmes qui sont venues. Tout le monde s'est présenté et là on a vu des femmes de différents milieux professionnels, mais des femmes extraordinaires qui ont fait des choses formidables, mais qui avaient peur de mettre en avant qui elles étaient, ce qu'elles ont fait. Et on s'est regardé avec Zérine, on a dit non mais en fait il faut faire quelque chose. Et alors on s'est dit pourquoi pas une association Et là tout le monde a contribué à la formation de cette association. Il y a déjà Péline et Sema qui nous ont rejoints pour la gouvernance qui a pris quelques mois et puis après
Le CA s'est formé et de nouveaux projets sont nés. Chacune, selon sa spécialité, a apporté son grain de sel à l'association. Donc, on s'est dit, on va faire bénéficier du savoir-faire des unes et des autres au groupe. Par exemple, on a notre ingénieur qui a fait la formation sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. On a des psychologues qui ont animé la table ronde sur la santé, la question santé mentale avec Psychel. On a une autre psychologue qui va faire une conférence sur la dépendance affective à la rentrée. Moi, je discutais avec mon gynécologue la semaine dernière. Et puis, je lui ai dit, en fait, je vais parler de l'association et je lui ai dit aujourd'hui, c'est très tabou de parler de sexualité, surtout chez les Kurdes. Et je lui ai dit, est-ce que ça vous dirait de répondre à des questions à des femmes franco-kurdes? Il m'a dit oui. Donc, on va faire une table ronde à la rentrée pour parler de la charge mentale, des conséquences sur la libido, sur la sexualité, du vaginisme, je crois, ça s'appelle comme ça, du vaginisme, parce qu'il faut libérer la parole de ces femmes. Et donc, si on peut chacune contribuer à l'avancement et puis non, à la réussite de chacune, tant privée que professionnelle, en fait, ça sera réussi. Et là, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un groupe où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de sororité, beaucoup d'entraide. Aujourd'hui, on va privilégier d'abord les membres de l'association lorsqu'on veut faire quelque chose. Par exemple, moi, j'ai besoin d'une avocate. Je vais d'abord poser la question à une avocate du groupe avant d'aller voir un autre avocat. J'ai besoin d'un psy, je vais voir une psy du groupe. J'ai besoin d'une coiffeuse, je vais voir une coiffeuse du groupe. On n'a pas que des femmes qui ont des bacs +5. Attention, il y a vraiment toutes les femmes qui sont représentées, celles qui travaillent, celles qui travaillent pas, celles qui ont fait le choix de pas travailler parce qu'elles veulent s'occuper de leur enfant ou autre. Et donc c'est ça qui est magnifique. Et autre chose que j'ai envie d'ajouter, c'est là on est à l'événement je ne sais combien de l'association et chaque événement a sa singularité. Vraiment. Dans chaque événement, on voit les yeux de chacune briller en disant ah non mais c'est trop bien. Celles qui ont adhéré, ça vient les réconforter dans leur choix d'avoir adhéré à cette association. Et celles qui n'ont pas adhéré, ça les convainc d'adhérer à l'association. Et donc voilà. Et alors nous, on a encore plein de projets pour l'association. Vraiment, je pense qu'on va aller très très loin. Toutes les femmes sont extraordinaires. Elles sont vraiment fabuleuses. Elles sont très humbles. Et puis voilà, la randonnée par exemple. Il faut que j'en parle de la randonnée. Je sais pas si on t'en a déjà parlé. La randonnée, c'était magique. On a une de nos adhérentes, Médine, qui est guide. Au début qui hésitait un peu à adhérer à l'association et finalement on a Sultan qui a réussi à la convaincre avec Zérine d'adhérer. Elle adhère et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, on fait tout en région parisienne, on va quitter un peu la région parisienne, pourquoi pas aller en Savoie. Et elle nous propose d'être notre guide pour faire une randonnée. Alors on a reçu le formulaire parce qu'il y a à peu près une vingtaine de femmes qui sont inscrites. Sur les 20, il y en a que 3 qui ont déjà fait de la rando. On arrive et il se passe quelque chose de magique. C'est-à-dire que plus on marchait, plus on avançait, et plus plein de sentiments voyaient le jour. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, plein de sentiments voyaient le jour. Et on a celles qui ont pleuré, celles qui ont rigolé. Et là, on a vu l'entraide qui s'est mise en avant, la solidarité, la bienveillance. Chacune s'inquiétait de savoir si celle qui était devant ou derrière allait bien. Et on a passé notre temps à remercier Médine de nous avoir fait découvrir la randonnée. En septembre, on va refaire avec certaines filles une randonnée. Donc pour te dire, on découvre des choses. Pareil pour la sophrologue. On avait une de nos sophrologues qui devait nous accompagner, qui devait venir de Paris. Et par hasard, j'ai trouvé une sophro qui était en région et elle a des cousins kurdes qui ont été adoptés il y a plus de 40 ans. C'est magique en fait. Et donc quand on s'est retrouvé avec cette femme, encore une fois, il y a plein de sentiments qui sont nés. Et voilà. Donc rien qu'elle, c'est ça en fait. C'est vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de femmes formidables. Voilà. Il y a une chose que tu m'as dite qui peut sembler paradoxale et qui en même temps fait sens, je trouve. Tu as dit à la fois il y a plein de femmes formidables et tu l'as répété plusieurs fois. Et tu as aussi dit il y a des femmes, ces femmes-là, elles sont modestes. Et est-ce que tu penses, et je pense que ce que tu décris là, c'est quelque chose que je constate chez beaucoup de femmes, c'est-à-dire ce mélange de génialitude, j'invente un mot, et de modestie, et que peut-être chacune se déconsidère et de voir
dans l'autre, la génialitude qu'on voit plus facilement chez l'autre que chez soi-même quand on a été sociabilisé en tant que femme, ça peut peut-être aider certaines femmes à prendre conscience de leur propre génialitude. Oui. Alors complètement d'accord. Alors une chose qu'on fait énormément dans cette association, c'est se présenter. Tout à l'heure, je me suis installée avec quelques femmes que je rencontrais pour la première fois et je leur ai demandé de se présenter. Et certaines que je connais déjà, qui se présentent, elles oublient de décrire ce qu'elles font au-delà de leur métier. Et là, le fait d'appuyer dessus et de dire mais attention, cette femme, elle fait ça aussi, et de mettre en avant ses capacités et autres, bah ça permet de faire réaliser ce qu'elle est et du pouvoir qu'elle a en fait, tout simplement. C'est ça, tu prends ta place et tu trouves ta place. C'est ça qui est fabuleux, c'est que on se complète, on est vraiment différentes les unes des autres, on a toutes des intérêts différents, mais on se ressemble énormément aussi. C'est ça qui est vraiment bizarre, c'est que quand on décrit notre parcours privé et professionnel, il y a plein de points qui font que, en fait, on a plein de points communs. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui nous ont dit, puis Zérine, elle l'a peut-être dit, mais ah ouais, en fait, il fallait une association comme ça, parce que on n'en avait pas, et puis on connaît pas d'autres Kurdes, ou bien on connaît mais on n'ose pas trop. Mais là, il y a une bienveillance, il y a vraiment des échanges qui se créent. Il y a des femmes qui ont lancé leur business grâce à rien qu'elles. Il y a des femmes qui ont trouvé leur alternance grâce à rien qu'elles. Il y en a qui ont trouvé leur stage grâce à rien qu'elles. Enfin, voilà, c'est pas qu'une association, on va dire banale. C'est une association qui peut apporter énormément de choses à toutes les femmes, et pas que. Aujourd'hui, on a des hommes aussi qui sont ici, certains qui viennent d'arriver, et puis on peut être un soutien à ces gens-là aussi pour les accompagner, pour montrer en fait le chemin à prendre parce qu'ils veulent reprendre les études, parce qu'ils ont dû quitter l'école. Voilà, ils sont pas obligés d'aller travailler. Et je dénigre pas le fait d'aller travailler dans un grec ou dans le bâtiment, mais quand tu vois des jeunes qui ont étudié dans le pays où ils étaient avant, et que tu les vois arriver ici et qui ne trouvent pas, je sais pas, la bonne école, le bon centre de formation, la bonne association, bah le fait de dire attends, ça existe, tu peux t'inscrire dans telle université, tu peux prendre des cours de langue, voilà. En fait, cette ouverture, cette recommandation constamment, c'est magnifique. Je sais pas exactement comment le formuler, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de sujets qui, pour beaucoup de femmes, sont honteux. Et on se sent très seul dans certains vécus qu'on n'ose pas aborder avec d'autres, alors que très souvent ils sont partagés. Par exemple, un des sujets auxquels vous pensiez parler, c'était le vaginisme. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que moi je ne suis pas kurde, mais j'imagine qu'il y a un poids aussi de la société patriarcale qui fait que certains sujets sont évidemment tabou dans quasiment toutes les sociétés, mais que peut-être la question de l'intime l'est peut-être encore un peu plus dans certaines familles kurdes, et du coup d'avoir un espace où en fait on banalise le fait de pouvoir parler de ça, c'est extrêmement précieux, et parfois ça fait émerger des thématiques dont on n'avait même pas nécessairement conscience en fait de l'importance. Complètement d'accord. Moi d'abord, quand je parlais de ce sujet avec mon gynécologue, je voulais parler de l'impact de la santé mentale sur la sexualité. Et c'est lui qui m'a parlé du vaginisme. Il m'a dit, vous savez, il y a un autre sujet qui se présente aujourd'hui pour les femmes qui viennent du Moyen-Orient et autres, c'est le vaginisme, parce que c'est tellement honteux de parler de sexualité ou autre, surtout pour la femme, qu'il faut libérer la parole. Et il faut créer un champ dans lequel tout le monde peut discuter, échanger. Et c'est hyper important que ce gynécologue puisse justement intervenir, parce que ça va permettre à nos femmes de pouvoir poser les questions qu'elles ont envie. Et on peut aussi le faire de manière anonyme, parce que pour Psychel, c'est ce qu'on a fait. On a récolté les questions de manière anonyme et ensuite je les ai posées au psychologue, parce que encore une fois, peut-être que c'est pas évident de parler de ça devant d'autres femmes. Donc voilà. Et puis dans notre groupe, c'est ce qui se passe. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on écrit dans le groupe dans un premier temps, et puis il y a toujours une réponse, enfin 90% une réponse qui est apportée par une de nos membres. Donc moi je suis très heureuse de ce qu'on a fait. Et c'est pas que moi ou Zérine, vraiment. Je pense que tout le monde a apporté son grain de sel à l'association, et je pense que on va aller très très loin. Vraiment, j'ai beaucoup de
je crois énormément à cette association et je sais qu'on va aller hyper loin avec notre pouvoir d'intégrer tous les réseaux possibles et existants.